Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, direction le Chili, Santiago et les fameuses cabines téléphériques d'une capitale encastrée entre collines et montagnes, d'où l'on aperçoit la cordillère des Andes. De ce pays d'Amérique latine, on connaît généralement la géographie singulière, tout en longueur, mais aussi bien sûr l'ombre de la dictature des années Pinochet. Il s'est passé quelque chose au Chili en décembre 2021. Après la crise sociale de 2019, déclenchée notamment par l'augmentation du prix du ticket de métro, une forte demande de changement a porté au pouvoir Gabriel Boric. 36 ans, social-démocrate, ancien leader étudiant, il a battu le candidat d'extrême droite avec la promesse de lutter contre des inégalités qui structurent historiquement et géographiquement la société chilienne. Voyons comment et pourquoi avec nos cartes. C'est une terre longiligne de 4300 km de long, plus de 4 fois la France et de seulement 175 km de large, comme coincée entre l'océan Pacifique à l'ouest et la cordillère des Andes à l'est. Le Chili partage ses frontières à l'est avec l'Argentine et au nord avec le Pérou et la Bolivie. Cette longue bande de terre s'étire du sud, des abords du cercle antarctique, jusqu'au nord, au tropique du Capricorne, d'où une étonnante diversité de climats et de paysages. Au nord s'étend sur 100 000 km² le désert d'Atacama, l'un des territoires les plus arides au monde. Dans certaines zones, il n'aurait pas plu depuis 400 ans. Ces hauts plateaux andins offrent des paysages irréels, composés de montagnes rocheuses ocres et de vallées encaissées. En revanche, à l'extrême sud, la mythique Patagonie est continuellement battue par les pluies et les vents, un paysage immense, glacé, qui se termine par le redoutable Cap Horn. Entre la Patagonie et la Terre de Feu se trouve le détroit de Magellan. Avec ses 611 km, c'est un long et sinueux passage naturel entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Plus au sud, le pays revendique aussi la possession de 1 250 000 km² de l'Antarctique, la partie la plus proche de ces terres. Une revendication territoriale qui n'est pas reconnue par la communauté internationale. Le Chili se définit donc comme un pays tricontinental. Amérique, Antarctique, on l'a vu, mais aussi Océanie. Il est en effet souverain sur de nombreuses îles dans l'océan Pacifique, dont la plus connue est l'île de Pâques, située à plus de 3000 km de ses côtes. Celle que l'on préfère appeler aujourd'hui de son nom indigène, Rapa Nui, est célèbre dans le monde entier pour ses moaïs, ses gigantesques statues de basalte. Cette géographie n'est pas seulement contrastée, elle est aussi extrêmement menaçante. En effet, le pays se situe sur la ceinture de feu du Pacifique, une chaîne de plus de 2000 volcans, marquée par l'une des activités sismiques les plus fortes au monde. C'est en effet une zone de contact entre deux plaques tectoniques, la plaque Nazca qui s'enfonce sous la plaque sud-américaine, provoquant de violents séismes comme celui de 1906 qui a détruit la ville de Valparaiso. Contraints par de forts risques naturels, coupés par les déserts et la cordillère, les 19 millions d'habitants sont concentrés dans le centre du pays, au climat plus modéré qu'on appelle la vallée centrale. Santiago est la capitale politique et économique. Avec 6 millions d'habitants, la métropole concentre un tiers des Chiliens. 115 km plus à l'ouest, Valparaiso est le principal port du pays. Joyau du Pacifique, la troisième ville du Chili, construite sur 45 collines, est aussi le siège du Congrès national, le Parlement, et la capitale culturelle. À ces fortes disparités géographiques s'ajoute la richesse exceptionnelle des sous-sols chiliens, comme on va le voir maintenant. Le pays regorge de ressources naturelles qu'il a su exploiter grâce à de très nombreuses mines installées essentiellement dans le nord du pays. Avec 30% de la production mondiale, le Chili est le premier producteur de cuivre et détient les plus grandes réserves mondiales de ce métal rouge, très recherché pour la fabrication de câbles et de fils électriques. L'envolée des cours, stimulée par la demande chinoise, est une aubaine pour le pays et l'exploitation du cuivre représente aujourd'hui 10% de la richesse nationale. Autre trésor, le lithium. Le nouvel or blanc est aujourd'hui convoité pour la fabrication des batteries des voitures électriques, les fameuses batteries au lithium-ion. Au Chili, ce minerai se trouve principalement dans le Salar de Atacama, au nord du pays, un gisement où se concentrent plus de 40% des réserves mondiales
et dont les capacités de production ne cessent d'augmenter. Et ces exploitations minières à grande échelle, souvent sans limite, ont fait du Chili l'une des nations les plus riches d'Amérique latine. Mais dans le même temps, les désastres écologiques et les frustrations liées aux inégalités sociales se sont accumulés. Des inégalités qui, nous allons le voir maintenant, se sont creusées au fil de l'histoire de cette jeune nation. Le Chili se libère de la tutelle espagnole le 12 février 1818. Le pays s'engage alors dans un processus de consolidation politique et de maîtrise de son territoire. Au sud, en 1881, l'État signe un traité de paix avec l'Argentine sur la Patagonie. Le versant atlantique sera argentin, le versant pacifique sera chilien. Au nord, le Chili doit affronter une guerre territoriale, la guerre du Pacifique, avec ses voisins, la Bolivie et le Pérou. L'enjeu, le contrôle de cette partie du désert d'Atacama, très riche en nitrates. Appuyé par sa marine, le Chili finit par triompher et la Bolivie se voit privée de son accès à la mer. Quant au Pérou, il perd les territoires du sud qui sont incorporés dans la République chilienne. Au XIXe siècle, le Chili met aussi en place une ambitieuse politique économique qui repose sur les exportations de blé, de cuivre et de nitrates. Ces exportations font la fortune de quelques familles qui contrôlent étroitement le pays. Cette concentration des richesses, ajoutée à un État autoritaire et conservateur, permet alors au Chili de connaître une stabilité politique sans pareille par rapport à ses voisins latino-américains. En 1970, le Chili s'est à nouveau constitué en modèle, en étant le premier pays sud-américain à élire, lors d'élections libres, un président entendant mener son pays vers le socialisme, Salvador Allende. Ce médecin lance des réformes sociales et procède à des nationalisations, dont la plus emblématique est celle du cuivre, le salaire du Chili. Un grand vent de changement brutalement interrompu le 11 septembre 1973 par le coup d'État du général Pinochet. Soutenu par les États-Unis qui ne veulent pas que le Chili devienne un second Cuba, Augusto Pinochet donne l'ordre aux avions de bombarder le palais présidentiel de la Moneda. À l'intérieur, le président Allende se suicide quand il comprend que tout est perdu. 17 années de dictature commencent alors dans le sang. Environ 10 000 personnes sont arrêtées, torturées et pour certaines assassinées. Le Parlement est dissous, les partis politiques et syndicats sont interdits. Dans le même temps, le régime Pinochet met en place des réformes économiques sans précédent en faisant appel aux Chicago Boys, ces économistes disciples de l'américain Milton Friedman qui font du Chili le premier laboratoire mondial du néolibéralisme. Une grande vague de privatisation est lancée, le contrôle des prix est aboli et les barrières douanières sont réduites. Conséquence, une croissance économique annuelle autour de 5%. Mais à quel prix ? Le miracle chilien est marqué par une très forte fracture sociale où santé, enseignement et retraite relèvent essentiellement du secteur privé. Après la fin de la dictature en 1990, les présidents centristes Patricio Aylwin et Eduardo Frei, ou les socialistes Ricardo Lagos et Michelle Bachelet, installent la démocratie, mais prolongent l'héritage économique de Pinochet. Résultat, le Chili figure parmi les pays de l'OCDE les plus inégalitaires, derrière l'Afrique du Sud et le Costa Rica. Ainsi, 1% des Chiliens détient 26,5% du PIB national. La croissance économique se fait également au détriment de l'environnement, dans des proportions dramatiques. Les mines de cuivre et de lithium dans le nord polluent les eaux, assèchent les nappes phréatiques. Dans la région centrale, la viticulture ou la culture, en pleine expansion des avocats, prive d'eau petits agriculteurs et habitants des petites villes. Au sud, la sylviculture uniformise les paysages, faisant disparaître les lieux de vie des communautés indiennes mapuche. Des dégradations environnementales qui affectent en premier lieu la santé et la vie des populations les plus vulnérables. Enfin, qu'en est-il de la politique étrangère chilienne ? Du fait de sa position géographique isolée, le Chili s'est longtemps perçu comme un pays insulaire et a plutôt cherché des alliances lointaines. Ainsi, en Amérique du Sud, il s'est contenté de s'associer à l'Union douanière, le Mercosur, sans en devenir un membre de plein droit.
Le Chili est surtout attentif à ses intérêts économiques. Il a notamment signé des traités de libre-échange avec l'Union européenne et surtout avec les États-Unis, dont il est historiquement l'un des principaux alliés dans la région. Mais le Chili soigne aussi ses relations avec la Chine, son premier partenaire commercial, qui lui achète massivement des produits agroalimentaires et miniers. Voilà pour ce voyage au Chili à l'occasion de ce changement d'ère politique constaté en décembre 2021. Un vent de gauche, voire d'extrême gauche, souffle d'ailleurs sur cette région du monde, de l'élection d'AMLO, Andrés López Manuel Obrador au Mexique, au péroniste Alberto Fernandez, élu en Argentine en 2019. Puis en juillet 2021, c'est au Pérou que la gauche radicale a remporté l'élection, sans oublier le retour et la candidature de Lula pour affronter en octobre 2022 le président sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro. C'est avec lui que nous avons préparé cette émission. Sébastien Velu, ne manquez pas son ouvrage publié en 2022 chez Armand Collin, L'Amérique latine. Et puis cette biographie du dictateur Augusto Pinochet, signée Michel Faure, et publiée chez Perrin en 2020. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt.